La table ronde sur l'entrepreneuriat et le capital humain. Très intéressant. En tant qu'entrepreneur moi-même, c'est un sujet qui m'anime particulièrement. Alors, cette table ronde vous invite à découvrir le parcours authentique de personnes qui ont choisi de s'investir dans une cause qui leur était chère. Elles font preuve d'altruisme au lieu d'être motivées par le seul profit. Leurs expériences de terrain nous aideront à situer ce débat et offriront une meilleure compréhension des enjeux dans lesquels se situe la question de l'entrepreneuriat social. Chers ambassadeurs, je vous présente l'entrepreneuriat et le capital humain. Est-ce que mon micro est ouvert? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, je m'appelle Sophie Vallerand. Je suis journaliste, animatrice depuis bientôt 20 ans ici au Québec. En ce moment, j'anime une émission d'affaires publiques qui s'appelle Mise à jour, qui couvre la scène municipale montréalaise. L'entrepreneuriat social, c'est un de mes sujets d'intérêt. Ça me touche énormément. Je crois pertinemment qu'on peut s'enrichir, mais pas seulement en termes monétaires, sur tous les plans. Et je suis très contente d'être ici, d'abord de voir des jeunes aussi intéressés, aussi curieux, aussi dynamiques. Je pourrais peut-être être la mère de certains d'entre vous, mais c'est ça qui me fait plaisir, c'est de voir des francophones en plus, moi qui ai un amour de la langue. Et comme je dis souvent à mon fils de 8 ans, je pense que c'est vous, c'est votre génération qui allez vraiment être les acteurs de changement par rapport à tous ces problèmes qu'on a en ce moment sur la planète, qu'ils soient sociaux ou environnementaux. Nous, on est là, on est là pour vous montrer la voie, mais je pense que concrètement, c'est vous vraiment qui allez changer les choses. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par vous présenter nos invités qui en ont long à dire. Vous allez voir, je leur ai parlé brièvement au téléphone avant qu'on se rencontre, et puis ça va être dur de ramener ça en 1 heure, mais on va essayer. Alors, bonjour. Bonjour. Michel, Bonjour. Manon, Jean-François, bonjour. Je vais commencer avec Manon. Là, j'ai perdu mon document pendant que je vous parlais. Parce qu'on dit les femmes et les enfants d'abord. Hein? On dit tout le temps ça. Je vais commencer par vous. Si je peux avoir mon document, ça ne sera pas long. Et voilà. Alors, je vous ai googlé. C'est dans l'air du temps, ça, hein? On se Google. Manon, on devrait peut-être faire ça. Oui, hein? C'est très intéressant. Alors, Manon, tu as une homonyme qui est mairesse de Chibougamau, qui s'appelle Manon Cyr, oui. Donc, une ville située qui est dans le centre du Québec. C'est à 700 km au nord-est de Montréal, pour ceux qui ne savent pas où est Chibougamau. Donc, c'est très loin, c'est dans le bois. Alors, homonyme avec qui vous partagez le même nom et prénom, mais aussi une passion commune pour la forêt, hein? La foresterie. La Maison verte que vous dirigez a fêté ses 30 ans en 2013 et on dit que vous avez un rêve, en fait, j'ai trouvé ça dans un article de journal, que la ville de Hearst, où est située la Maison verte, ça, Hearst, là, pour ceux qui l'ignorent, et je l'ignorais également. Ah, est-ce qu'on a eu quelqu'un de Hearst? Ah, OK! Donc, ça, c'est situé à 1000 km au nord d'Ottawa, qui est la capitale du Canada. Ça vous donne une idée? C'est combien d'heures de route, Manon? De Montréal, c'est 12 à 13 heures. 12 à 13 heures de route. Alors voilà, on a un grand pays, n'est-ce pas? Donc, vous rêvez que votre ville devienne autosuffisante en alimentation. C'est tout un rêve, ça. Donc, baccalauréat en psychologie, maîtrise en administration des affaires, formation en enseignement. Vous avez travaillé une dizaine d'années en gestion dans le domaine de la foresterie, domaine non conventionnel, on va en reparler. 5 ans en éducation avant d'accepter de diriger la Maison verte. Donc, ce poste-là, vous l'occupez depuis juillet 2011. Vous me corrigez oui, si je me trompe. 5 ans aujourd'hui. 5 ans? Que je suis au sein de la Maison Bien, verte. bravo, bravo, vous applaudissez, bravo. Ben oui. Qu'est-ce que c'est la Maison verte, Manon? La Maison verte se cadre bien avec mon rêve d'autosuffisance parce qu'en 82, c'est une association qui appartient à but non lucratif, qui appartient à un groupe de femmes à but non lucratif. Qui était son premier mandat, qui était la création d'emplois pour les femmes. Puis à ce moment-là, en 82, c'était beaucoup axé vers les femmes défavorisées. Fait que souvent, c'était des femmes qui n'avaient pas eu l'opportunité d'éducation, qui étaient monoparentales, puis il n'y avait pas d'option d'emploi dans la région. Puis au même moment, on avait le ministère des Richesses naturelles qui cherchait un producteur pour le reboisement des forêts. Donc, l'association Permiel, qui est le propriétaire de la Maison verte, a fait l'application et est devenue le producteur pour le ministère.
fait une première production en 83. Mais ce qu'il y avait de merveilleux dans notre communauté, c'est qu'on avait 70 investisseurs locaux qui croyaient aussi au projet. Donc, la Maison verte a pu partir de ses ailes avec l'aide de la communauté. Puis, les femmes qu'elle a pu engager pouvaient avoir un gagne-pain qui était mieux que le salaire minimum, mais qui, en même temps, leur donnait une valeur. Parce que souvent, quand on n'a pas d'emploi, on est beaucoup associé à... Si on n'a pas, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie pour notre valeur. Mais eux autres n'avaient même plus ça à ce moment-là. Donc, le mandat social a toujours été la création d'emplois dans un contexte plus favorable pour la femme. Puis, après 5 ans, l'association a racheté toutes les parts des investisseurs pour devenir le seul propriétaire unique de la Maison verte. Puis, au fil des années, avec la production de 2 millions jusqu'à 10 millions de semis pour le reboisement des forêts, cette année, on a encore semé plus de 9 millions. On a aussi créé des projets pour continuer la création d'emplois pour les femmes lors des récessions forestières. Parce que quand l'industrie forestière avait des récessions, on se trouvait à avoir moins d'emplois. Mais notre mandat premier, en se levant le matin, c'était la création d'emplois. Donc, on s'est diversifié. On a emmené la production de fleurs. Donc, on a l'horticulture, la tomate. Puis en 2009, ça, on a fait ça en 1994 parce qu'on a eu une grosse récession en 1992. On a eu un autre en 2006. Donc, en 2009, on a parti le jardin, un potager. Puis, on a ajouté la production de cocombes qui nous a permis à chaque fois d'ajouter des emplois ou à maintenir les emplois. Donc, après plus de 30 ans, ben, c'était un petit peu ça, ma fierté de travailler avec une entreprise comme ça. Puis, de voir comment on peut, puis quand je dis autosuffisance pour ma communauté, c'est quand j'ai vu la fraîcheur de ce qu'on produisait. On cueille la tomate le matin, puis elle se retrouve dans ton assiette d'après-midi. Ça, Jean-François C'est va aimer dur. ça. Oui, c'est dur à battre. Puis, je vois la consommation, comment ça s'en vient, puis je me disais, ben écoute, on serait peut-être capable, on est tellement éloigné, pourquoi pas être capable de produire un peu plus, puis se nourrir soi-même dans la région. Donc, on va avoir bien des questions pour vous. On comprend que c'est une organisation qui a du gagnant-gagnant partout, là, Partout. environnementalement parlant, pour les employés, pour les clients. Oui. C'est vraiment une entreprise Belle qui tient organisation. compte du milieu dans lequel elle vit. Michel, vous êtes le seul qui avait une page Wikipédia. Je vous l'apprends. Donc, Je l'ai fait moi-même. c'est vrai. OK, on va voir d'abord, on va valider ça. Alors, vous êtes né Joseph Roger Michel Laplante le 9 décembre 1969 à Val-d'Or. On va garder On reste Michel, dans- je pense. dans le ben même oui, on coin. est dans le Nord. Oui, c'est ça, les deux. Alors, Val-d'Or, c'est où, ça, pour ceux qui ne connaissent pas? Je dirais 5h30 de Montréal, au Oui, nord. c'est ça. nord-ouest. Ça aussi, c'est pas mal dans le bois. Hein? Ouais. C'est pas Mais mal je, dans le bois. je viens d'encore pire que ça parce que, dans le fond, les 6 premières années, je viens de Jutel et la ville n'existe même plus. Donc, c'est à 2 heures au nord de Val-d'Or. OK, elle a été Une ville quoi? Elle a été minière. mangée par les mouches? Probablement une partie. Puis l'autre, non, c'est ça, c'est une ville minière. Donc, OK. elle Ah oui, vient de c'est des terminer, on villes a- qui Ouais, disparaissent, exact. qui naissent et disparaissent Ouais. rapidement. Donc, vous êtes un ancien lanceur et entraîneur de baseball professionnel. Vous avez joué donc à partir de 1989 à peu près là, au baseball, de ce que j'ai pu lire. Vous avez évolué au sein de plusieurs équipes de la Ligue majeure de baseball. On parle des Pirates de Pittsburgh, les Braves d'Atlanta, les Expos de Montréal. Donc, quand on dit évoluer, c'est que vous avez fait partie des clubs écoles, de ce Ouais. que je comprenais. Ouais. Hein, vous étiez Ouais. un apprenti, un aspirant à. Ouais. Malheureusement, vous avez eu une blessure, Mhm. une intervention chirurgicale qui a mis fin à votre rêve d'évoluer dans les grandes ligues. Mais ce n'était pas la fin de votre carrière en baseball. Vous avez joint les Capitales de Québec à titre de lanceur quelque part en 2000, 2002, c'est ça? Dans ce coin-là, C'est ouais. ça. Vous êtes devenu gérant en 2005 et là, vous êtes maintenant président, directeur général des Capitales de Québec, qui est une équipe de baseball, est-ce qu'on peut dire professionnelle? Professionnel, oui. Mais ce n'est pas la Ligue majeure de baseball américaine Une ligue qu'on indépendante connaît. professionnelle. OK. Ouais. Mais c'est un haut calibre, de ce que Oui, je comprends. absolument. De ce que je comprends. Et là, depuis 3 ans, comme si ce n'était pas assez d'être PDG de cette entreprise-là, vous avez parti un volet social de votre organisation où vous prenez des jeunes de 9 à 11 ans et vous les emmenez jouer au baseball à Cuba. Expliquez-moi d'où vous est venue cette idée et pourquoi. Ben, en fait, ça vient de 2, 3 angles différents. C'est que, premièrement, dans le milieu dans lequel on est, on tente de structurer tout pour nos enfants. Moi, ce que j'ai appris à travers les voyages, à travers le sport, c'est d'apprendre à négocier avec l'instabilité, à trouver une façon
d'être capable je veux dire, moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé à jouer au baseball vraiment sur le tard. J'avais 18 ans, donc je me retrouve aux États-Unis où je ne parle pas anglais et je dois comme négocier avec tout ça, être un peu plus flexible, apprendre à performer malgré tout ça. J'ai eu la chance d'aller jouer en Chine 1 an aussi, à Taïwan. Je vois un peu Parliez pas partout, chinois puis non je plus. parlais pas chinois non plus. Je le parle toujours pas. Mais c'était ce défi-là de réussir toujours à s'adapter, capacité d'adaptation. Donc, et de toute cette histoire-là, ce que je retire de plus fort, c'est d'avoir eu justement un réseau de gens autour de moi qui viennent d'un peu partout. Les équipes étaient toujours formées de 6, 7 différentes nationalités. Fait que ça, d'apprendre à jouer avec ces gens-là, d'apprendre un peu de leur culture. Les voyages d'autobus sont longs. Je veux dire, dans une saison de baseball, on jouait 144 matchs en 155 jours. Donc, on est toujours, toujours, toujours ensemble. Donc, on a à se connaître. Et c'est ce que je trouve de plus formidable. Comme dans mon sac à outils, dans mon coffre à outils, là, ce qui est d'important, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable de m'adapter avec des gens qui sont différents. Puis je trouvais qu'à travers le voyage cubain, c'est ce que je voulais faire vivre aux jeunes de 11, 12, 13 ans, des amener à Cuba. Le terrain n'est pas parfait. On coach en espagnol avec des entraîneurs cubains. Des fois, on assiste à tout ça, puis on aurait le goût de venir aider les jeunes, mais je ne le fais simplement pas. Je fais juste coordonner le voyage, mais s'assurer que le jeune respecte le fait que ce soit différent dans une autre langue, d'essayer de comprendre les premières journées par le langage corporel un peu, de voir, de s'adapter finalement avec d'autres enfants à la culture, à la langue, à la façon de faire, et de ne pas en rire, mais plutôt de dire, hey, c'est un privilège que j'ai de pouvoir vivre ça. Et pourquoi Cuba, Michel? Euh, je trouve que c'est l'endroit idéal. De nos jours, on vend le gros luxe. Je vois ça passer parfois. Là, on offre un voyage baseball à Disney où on dit que le terrain va être parfait. Vous allez avoir la chance de côtoyer des joueurs du baseball majeur. Et ce n'est pas nécessairement la réalité, tout ça. Donc, moi, l'objectif, c'était d'amener les gens dans un endroit où le terrain n'est pas parfait, mais les gens Oui. jouent avec plaisir. Les Les Cubains sont sortir de leur reconnus. zone de confort. Oui, puis les Cubains le font Oui. bien, ça. Je veux dire, ils ont du plaisir sur le terrain, donc ça, c'est un aspect qui est important pour moi. Et aussi avoir la chance, je veux dire, avoir accès au terrain de baseball. Et la Fédération Oui. cubaine de baseball me donnait accès à le terrain et fournissait en plus des entraîneurs qui allaient parler en espagnol aux jeunes. Donc, c'est exactement ce que je recherchais. En même temps, bien, les parents peuvent passer la journée à la plage. On kidnappe les enfants à 8h30, on les ramène à 12h30. Donc, tout le monde est heureux dans ce fonctionnement-là. Et pas de Wi-Fi, j'imagine, à Cuba, en plus? Il Non, commence. il commence? Oui, il commence, malheureusement. Jean-François, bonjour. Jean-François, donc, études en gestion hôtelière à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Ça, pour ceux qui l'ignorent, l'ITHQ, c'est vraiment l'école d'hôtellerie au Québec. Ça fait partie d'une autre université que celle où on est, l'UQAM. Donc, par la suite, vous avez travaillé pour plusieurs grands hôtels de la région métropolitaine, donc principalement dans les ventes, représentant des ventes, directeur des ventes. Et en 2002, vous avez rencontré des leaders des milieux culinaires, alimentaires et hôteliers pour présenter votre projet parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait énormément de gaspillage alimentaire dans la restauration et l'hôtellerie. Et vous avez voulu mettre fin, en quelque sorte, à ce gaspillage-là et faire profiter des gens moins bien nantis des surplus alimentaires qu'on produit en quantité industrielle ici en Amérique du Nord. Est-ce que je me trompe, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, parlez-moi comment ça fonctionne exactement, ce que vous avez créé qui s'appelle la tablée des chefs. Ben, en fait, l'idée est née vraiment quand j'étais aux études. J'ai fini en 97. Puis sur la dernière année d'études, on fait un module en cuisine pour apprendre à travailler avec des chefs. Parce que quand on fait un cours en gestion hôtelière, on fait tous les départements. On apprend à faire des lits, à laver des miroirs, des toilettes, travailler à la réception et tout ça. Puis il faut faire un module en cuisine pour savoir comment fonctionne une cuisine dans un hôtel, savoir comment se travaillent les coûts alimentaires et tout ça. Et à un moment donné, à force de cuisiner, on est une vingtaine d'étudiants. On cuisine pour se pratiquer. Donc, on apprend à faire les fonds, on apprend à faire des coupes de légumes, on apprend à faire différentes choses.
Et on se retrouve à mettre tout ça au centre et à manger, à goûter, à commenter qui fait le meilleur pain, qui a coupé mieux les légumes et tout ça. Et moi, je suis gourmand, donc c'est facile pour moi de prendre deux assiettes. Mais au bout de 2 assiettes, quand il reste plus que la moitié de la nourriture sur le comptoir et que le chef dit OK, on ramasse, et puis que ramasser, c'était pas mettre dans des plats puis garder ça au frigo pour la semaine, c'était mettre ça aux poubelles. Quand tu viens de passer toute la matinée à préparer la nourriture, pour moi, ça faisait pas de sens. Et même que ça me choquait. Et donc, j'ai été voir mon professeur, puis je lui ai dit pourquoi on met ça à la poubelle. Il y a des gens dans des organismes d'aide alimentaire en ville qui aimeraient sûrement avoir cette nourriture-là. Et donc, ma réflexion a commencé à évoluer à ce niveau-là. Et là, on m'a parlé d'intoxication alimentaire et des risques d'intoxication alimentaire si la nourriture n'était pas bien gérée entre le point où elle était préparée et le point où elle était reçue par des organismes d'aide alimentaire. Et je faisais mon cours en hygiène et salubrité en même temps. Et donc, c'était un argument qui était intéressant, pour moi, je ne pouvais pas m'arrêter à ça. Et donc, j'ai imaginé mettre en place un programme d'être l'intermédiaire qui allait s'assurer que la logistique entre l'hôtel, le restaurant, le chef et l'organisme d'aide alimentaire, qu'on allait gérer cette incertitude-là et s'assurer qu'on mettait en place un programme de sécurité alimentaire qui permettait la récupération de cette nourriture-là pour qu'elle se rende de façon sécuritaire dans les organismes bénéficiaires. Donc, on est vraiment comme un courtier qui organise et suscite l'intérêt du chef à redonner ses surplus. On organise sa récupération à travers des outils. On lui fournit un guide, on lui fournit des contenants, les étiquettes, les sacs pour la boulangerie, les chaudières pour la soupe. Et il est prêt. Il met sa nourriture de côté. Et une fois par semaine, il y a un organisme d'aide alimentaire qui vient lui chercher. Donc, on ne touche pas aux aliments. On est vraiment comme un intermédiaire qui assure que cette relation-là va vivre et que la nourriture, à chaque semaine, va se rendre dans la bouche de ceux qui ont faim et qui n'ont pas accès à cette nourriture-là. Oui. Et Jean-François, je ne sais pas où en sont les statistiques. Moi, vous me corrigerez. On me disait qu'il y a une vingtaine de pays ici là, qui sont représentés. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Mais ici, à partir du producteur, ce qu'on me disait, c'est qu'à peu près la moitié des denrées qui se retrouvent à la poubelle. Oui, c'est ça 47%. Les statistiques. C'est 50% ici au Québec ou en Amérique du Nord à peu près. La moitié de la nourriture qui se retrouve à la poubelle. Donc, ce que vous faites est incroyable. Et je dois vous dire que ça a fait des petits aussi parce que là, vous êtes dans d'autres villes canadiennes, Calgary, Vancouver, Toronto, mais aussi en France et au Mexique. Et dans votre rapport annuel, votre dernier rapport annuel de 2015, vous avez redistribué près de 1,5 million de portions de nourriture à des gens dans le besoin à Montréal seulement. Au Canada. Au Canada. Au Canada. Ouais. Alors, allons-y avec les questions, parce que Dieu sait que moi, j'en ai, j'imagine que vous en avez vous aussi. Donc, allons-y avec les miennes d'abord. Vous êtes des entrepreneurs dans l'âme, ça se voit. Vous êtes des gens qui aimez prendre un projet, un projet qu'on part, comme on dit, juste d'une idée sur papier, la faire grandir et tout ça. Vous avez des qualités de gestionnaire, d'organisateur, de créateur. Vous pourriez être confortable, je dis confortable, c'est entre guillemets, vous me direz si c'est confortable, mais vous pourriez travailler au sein d'une grande entreprise avec probablement des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires. Qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin? Bien, moi, je te dirais, je l'ai vécu dans l'industrie privée avec le double du salaire. Le double du salaire. Le double du salaire. Quand j'ai quitté en 2005, je faisais exactement le double que je fais maintenant. J'adorais mon travail. J'étais dans l'industrie forestière. Mais par contre, quand tu te lèves avec le mandat de création d'emploi ou de faire la différence dans la vie de quelqu'un, ça, il n'y a pas de prix. Pour moi, c'était simple. Je pense qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que j'ai quitté, mais par contre, une fois que tu as goûté à ce côté-là plus humain, je dis plus humain parce que l'entreprise pour laquelle je suis est plus petite que l'industrie que j'étais avant. Mais par contre, c'est facile pour moi le matin de dire, bon, ben OK, comment que je fais pour créer un autre emploi ou en solidifier une ou aider quelqu'un à refaire parce que la Maison verte travaille beaucoup avec le centre d'emploi. Puis dans notre communauté, quand quelqu'un, mauvaise référence, mauvais choix dans la vie, pas capable de se placer à nulle part, moi, je me disais, bien, si la Maison verte ne trouve pas sa porte, où est-ce qu'il va aller?
Elle ou il, parce que oui, il y a des gars qui travaillent un peu chez nous quand même, la proportion est plus petite. Je me disais, ça n'a pas d'allure. On ne peut pas, à un moment donné, pas être capable de recommencer ses références de travail ou même quelqu'un qui s'avait fait dire jamais qu'elle va pouvoir retravailler parce qu'elle avait des restrictions. Donc, on est venu avec une entente. Telle tâche, elle ne peut pas faire, mais par contre, elle peut travailler 2 matins par semaine. Cette personne-là a dit, moi, je pensais que je ne valais plus rien. Fait que c'est facile de dire, le matin, pourquoi que je me lève? Parce que je peux faire cette différence-là. Je ne dis pas qu'on ne peut pas la faire au privé avec plus d'argent, mais je ne l'ai pas vécu autant que je peux le vivre là avec une entreprise qui est plus communautaire et plus sociale. Jean-François, vous pourriez être chef dans un grand hôtel, un grand restaurant. Faire la différence, c'est important pour vous aussi? Mais moi, je pense que c'est une question d'empathie. Je pense que les gens qui sont dans ce secteur social-là ont d'abord envie d'égalité, de justice, d'accessibilité, de partage et d'équité. Et pour moi, l'empathie, ça dicte pas mal mes actions. Je suis sensible à ce qui se passe. Et l'autre chose, c'est que j'ai travaillé dans le secteur privé, donc avant aussi, donc j'ai vu comment c'était. J'ai aimé ça. Mais remplir un hôtel en vendant ses chambres, puis en gagnant des trophées, puis en amenant des taux d'occupation plus élevés, je le faisais bien, puis j'avais du succès, puis j'étais valorisé par mes patrons à leur façon. Mais pour moi, c'est pas ça qui m'apportait à la fin de la journée ce que la tablée peut m'apporter. Et donc, la valorisation de ce que je fais présentement, bien, c'est parce qu'on fait aussi l'éducation culinaire auprès des jeunes du réseau des centres jeunesse partout à travers le Québec. C'est des jeunes de 16 à 19 ans qui quittent le réseau puis qui s'en vont vers la vie autonome et qu'on accompagne pour développer leur autonomie puis qu'ils soient capables de se faire à manger quand ils vont s'en aller en appartement. Bien, aller financer ce genre d'action-là, puis de rentrer dans des bureaux de présidents d'entreprise, puis de vendre ça, c'est bien plus stimulant. C'est donner une voix à des gens qui ne seraient pas capables de rentrer dans un bureau d'un président, puis de s'asseoir, puis de le convaincre de donner 50 000 $ pour un projet. Là, fait que ça me drive 100 fois plus que de remplir des hôtels. Michel, dans le cas des capitales de Québec, l'organisation existait, fonctionnait, ça roule depuis plusieurs années, ça va bien. Pourquoi avoir voulu développer un volet social à l'organisation? Bien, premièrement, moi, c'est le secteur privé. Donc, on est dans le secteur privé, mais j'ai la chance d'avoir des propriétaires qui désirent rayonner et s'impliquer socialement. Donc, moi, toutes les idées que j'ai, la passion que j'ai pour ce que je fais, je suis vraiment appuyé dans ce que je fais, dans le sens que si on est un petit peu en dessous de la rentabilité, ça passe. Si on est égal à la rentabilité, c'est correct. Et si on en fait, c'est remis dans la communauté, dans la société. Donc, c'est vraiment, j'ai vraiment la chance d'avoir des gens autour de moi comme propriétaires que c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Ils veulent rayonner. Puis moi, ben, j'ai la chance de vivre de ça en m'impliquant de cette façon-là. Un projet comme celui de Cuba, bien évidemment, c'est beaucoup d'argent qui est dépensé pour en arriver à ce qu'on fait. Mais encore une fois, j'ai l'appui de ces gens-là qui disent « Non, non, l'idée est bonne, vas-y et exprime-toi dans tout ça. » Donc, c'est très valorisant, c'est très passionnant de pouvoir fonctionner dans un système comme celui-là. Parlons des obstacles, parce que quand on est gestionnaire ou entrepreneur, c'est pas toujours facile. Des écueils, on en rencontre. Manon, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans le cadre pour arriver là, à vos fins, à réaliser la mission de la Maison verte? Bien, je pense que c'est toujours la question de dépendre d'une industrie. Nous autres, 80 % de notre entreprise dépend de l'industrie forestière. Donc, que ce soit les règlements avec des libres-échanges, d'accords d'échange pour le bois d'œuvre, ça vient jusqu'à nous affecter dans notre petite communauté parce qu'on a des entreprises qui vendent aux États-Unis. Donc, c'est toujours un peu le marché qui va dicter. Même si on est autosuffisant, on vit de nos revenus. On a quand même un 20 % qui est l'horticulture, le légume qu'on crée. Présentement, la partie plus rentable, ça a toujours été la production de semis pour le reboisement de la forêt. C'est toujours avec cet argent qu'on a créé les autres projets. Donc, c'est plus l'incertitude dans ce domaine-là.
Puis à ce moment-là, ben, il faut toujours avoir, je dis toujours un plan B, mais finalement, on a 26 lettres dans l'alphabet, fait qu'on a toujours Un plan C, un plan D, E, C. F, G. Rendu à G, des fois, je veux me décourager. Puis finalement, je pense qu'il me reste encore plus de la moitié de l'alphabet. Puis je me dis, ben, ça sera peut-être le côté alimentaire qui pourrait devenir le volet principal de la Maison verte si jamais l'industrie forestière continue de nous mettre à risque. Mais on a définitivement ce côté-là. Puis il y a la main-d'œuvre. Parce qu'une entreprise sociale comme la nôtre, dans l'agriculture, doit compétitionner avec l'industrie minière et forestière qui ont des salaires plus hauts que les miens même. Puis c'est de trouver cet équilibre-là. Puis c'est là qu'on est arrivé avec de la flexibilité. Parce que la nouvelle génération, celle qui s'en vient, en tout cas à mes yeux, a un meilleur équilibre personnel et professionnel. Puis si une organisation comme la nôtre continue à amener de la flexibilité, donc il y a un tournoi de baseball, c'est important pour ton enfant, le travail est fait, plein de plaisir, vas-y. On amène beaucoup plus de flexibilité comme ça pour pouvoir garder notre main-d'œuvre qui est plus difficile à avoir puisqu'elle est saisonnière et dans des salaires d'agriculture. Jean-François, bon, vous parliez tout à l'heure de convaincre des gens de vous financer parce que vous êtes un organisme sans but lucratif. Vous avez besoin de l'entreprise privée pour fonctionner. C'est difficile à chaque fois ou il y a d'autres obstacles là, que vous rencontrez au quotidien? C'est de plus en plus facile, mais ça a été très difficile. Tu bâtis ta crédibilité sur l'impact social que tu génères et les gens qui t'entourent. Donc, c'est clair que plus on a avancé, plus on a montré que ce qu'on disait, on le faisait, ben ça, à un moment donné, des gens qui t'ont dit non dans le passé réalisent que tu es encore là. Ça fait 12 ans, là, je suis encore là, c'est encore moi. On livre la marchandise, on éduque des jeunes, on éduque 2000 jeunes à travers le Québec à chaque année. On nourrit 1 demi-million de personnes, tu disais tantôt, c'est ça. On a pris de la croissance à l'extérieur du Québec. On est en France, on a gagné La France s'engage dernièrement. C'est dynamique, mais effectivement, au début, je me suis fait dire non 8 fois sur 10. Je donnais l'exemple à une des personnes qui travaillent dans mon équipe, que quand pourquoi moi, je suis toujours en train de recruter des nouveaux partenaires ou d'essayer de susciter de l'intérêt pour l'attabler. C'est comme quand tu vas à la pêche, tu as une ligne. Puis dans le lac, il y a peut-être des milliers de poissons, mais tu peux juste en attraper un sur ta ligne. Fait qu'à un moment donné, tu peux avoir plein d'opportunités autour de toi. Il faut que tu puisses, attirer des gens qui vont venir pêcher avec toi, puis qui vont ajouter des lignes, puis qui vont faire qu'il va y avoir encore plus de monde qui vont te soutenir parce qu'effectivement, le mix d'affaires du secteur social, c'est un mix de dons personnels, de gens qui vont faire des petits dons individuels, des entreprises qui vont se mobiliser un petit peu plus largement en donnant des dons plus importants, des fondations familiales qui ont accumulé des fortunes et qui veulent redonner à la communauté et qui font des dons plus substantiels. Puis après, tu as les gouvernements qui doivent aussi s'impliquer dans ça si tu as réussi à mobiliser le reste de l'ensemble. Et ça, pour moi, c'est un peu mon benchmark de dire, si j'ai réussi à amener tout ce monde-là, j'ai la crédibilité d'aller cogner à mon gouvernement et d'aller lui dire, regarde, là, je t'ai cherché 1 million avec tous ces partenaires-là. Là. Je pense que tu es capable d'investir l'autre million, puis voici où on veut aller. Tu sais. Ça fait un effet d'entraînement, Oui. effectivement. Oui. Est-ce que de trouver des fournisseurs, c'est-à-dire des institutions, des restaurants, des hôtels, des supermarchés qui ont des surplus alimentaires, est-ce que ça c'est difficile. C'est encore difficile, c'est difficile parce que... Pas parce qu'ils n'ont pas de surplus. Moi, non, vraiment pas. Non. Non, mais tu sais, juste d'abord, de trouver le temps d'arrêter un chef dans sa cuisine, ça, c'est un méchant défi. Là. Un chef, ça commence très tôt puis ça finit très tard et ça n'arrête pas. Fait que prendre 15 minutes de sa journée, c'est déjà trop. Là, fait que, il faut que tu sois très expéditif. Puis je me suis fait dire à quelques occasions, parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Puis là, j'expliquais, puis là, je donnais la vision. Puis là, regarde, c'est quoi que tu veux? Là, qu'est-ce que tu t'attends de moi? Là, puis il faut que tu sois capable de répondre à cette question-là rapidement. Surtout si la personne te la demande directement comme ça. C'est comme, OK, je veux que tu redistribues tes surplus alimentaires.
comment je vais le faire, tu sais, En plus, il y a un couteau dans les mains. après, oui, c'est ça. Plusieurs couteaux. Et après, c'est pas juste le chef qu'il faut que tu convainques, c'est le directeur général de l'hôtel, le directeur de la restauration. Et là, ils peuvent se passer la balle, tu sais, puis souvent, ton dossier, ben, il retombe en dernier, tu sais, parce que tu n'es pas une priorité. Mais tout le mouvement d'éco-responsabilité, tout le mouvement d'événements zéro déchet, tout le côté vert, justement, toute cette vague environnementaliste-là a fait que au milieu, tu sais, comme autour de 2005, 2006, commençait à avoir des planificateurs d'événements qui appelaient dans les hôtels aux ventes puis qui disaient, ben, je veux faire un événement zéro déchet. Puis là, l'hôtel disait, ben, comment qu'on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait? Et l'hôtellerie est une industrie très, très réactive, pas très proactive. Donc là, ils ont commencé à me rappeler, tu sais, puis à dire, hey, tu sais, une partie d'un zéro déchet, ben, c'est pas de pas créer de gaspillage De surplus, alimentaire. ouais. Donc là, on commence à avoir ça. On a signé des ententes avec des associations hôtelières dans les programmes comme Green Key, qui est le programme de développement durable de l'Association des hôteliers du Canada. Là, on est accrédité par eux, donc ils font la promotion de nous auprès des hôtels. Fait que, tu sais, sincèrement, j'aurais pu me décourager 100 fois, mais aujourd'hui, je signe des gens que je suis allé voir il y a 10-12 ans qui m'avaient dit non puis qui aujourd'hui embarquent dans le programme. Tu sais. Aussi parce qu'il y a eu des changements de garde. Il faut se le dire. Il y a des vieux DG d'hôtels qui doivent quitter l'industrie et laisser la place à des jeunes. À des jeunes plus c'est ouverts clair. à des initiatives comme Oui, celle-là. oui. Michel, les principaux obstacles que vous rencontrez au quotidien, ça ressemble à quoi et comment vous les surmontez? Ben, il faut y croire. En partant, là, je veux dire, faut. Puis on se fait dire non constamment. Je veux dire, c'est évident. Les gens nous disent souvent, ben, en tout cas dans mon cas, moi, dans certaines choses que j'ai faites, écoute, ça ne sera pas possible. Dans ces liens-là qu'on a fait, exemple, avec Cuba, l'embargo est là depuis une cinquantaine d'années. Fait que dès le départ, les gens ont dit, ben non, ça ne marchera pas. Et finalement, tout a fonctionné sur des liens de confiance avec les gens là-bas. Le restant, ben, moi, c'est un peu mon vécu, dans le sens que j'avais de la difficulté avec les langues. Je voulais apprendre l'anglais. Pour moi, apprendre l'anglais dans une classe ou apprendre l'espagnol dans une classe, c'est quelque chose qui est difficile. Quand j'arrive sur un terrain de baseball ou n'importe quel terrain sportif, les barrières tombent, puis j'ai l'impression que c'est une façon plus facile de s'exprimer. Il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de... donc, moi, j'y crois ça. Je crois que c'est possible d'avoir un partage culturel, d'apprendre une langue à travers le sport. C'est ce qui a fonctionné pour moi. Donc, je veux le partager avec les autres. Puis, quand on y croit, on est meilleur vendeur dans ce qu'on veut faire. Et c'est comme ça qu'on l'a fait. Mais effectivement, qu'il y a eu... c'est un projet qui dure depuis 4-5 ans, puis il vient tout juste de se concrétiser. On est encore en développement, mais il y a 3, 4, 5 ans, c'était... T'es rêveur, ça ne fonctionnera pas. Puis, mais quand on y croit profondément, on fait avancer. Je vous vois acquiescer, Ah Manon. oui, parce T'es que la rêveuse. passion, la Est-ce que- rêveuse, est-ce- ah oui. Est-ce que tu te fais dire ça souvent? T'es rêveuse? Ah oui, non, quand Jean-François disait on se fait dire non, c'est tellement rendu habituel qu'un non, c'est ah bon, ça veut même plus dire non parce que quand tu y crois, puis la passion, comme Michel il dit, quand tu y crois, puis ça t'habite, là, Ouais. il n'y a pas de barrière. Finalement, c'est soi qui décide ça. Moi, à part d'être infirmière, parce que je ne suis pas habile avec le sang, il n'y a pas de carrière que j'ai jamais pu penser que je ne pouvais pas faire. Je suis allée dans l'enseignement, je suis allée en ressources humaines, je suis allée superviseur dans une industrie, dans un moulin où il y avait juste des hommes, mais je n'avais même pas pensé ne pas être capable de le faire. Fait que quand tu y crois puis tu as une passion, il n'y a comme vraiment pas de limite. C'est ça qui est comme merveilleux, là. Mais ça m'a surpris quand on s'est parlé au téléphone, à quel point Manon a travaillé dans un secteur vraiment, on appelle ça des métiers non traditionnels, où c'est principalement des hommes, la foresterie. Et toi, depuis que tu es tout petite, il n'y a rien que tu ne peux pas faire. Tu n'as aucune limite. C'est dans ma tête, aucune c'est comme barrière. Puis je vais te reposer la question que je t'ai posée au téléphone. D'où te vient cette confiance-là que tu as? Moi, je pense que si tu n'as personne autour de toi qui te l'enlève, je pense qu'on l'a tous. Je crois qu'on vient avec... Moi, j'avais une passion pour la vie en partant. J'avais un père qui était une joie de vivre, une mère qui avait beaucoup de détermination. On combine ça ensemble, mais je suis rêveuse. Je vois des choses, puis OK, qu'est-ce que je dois faire pour m'y rendre? Puis, j'ai jamais mis de barrière. Quand ils m'ont demandé pour être superviseur dans un planeur,
Je ne savais même pas c'était quoi un planeur. Je ne savais même pas c'était quoi le 2x4. Je suis née à Hearst, mais je n'avais jamais visité le moulin. Et tu voulais un défi? Ben, je dis oui. Je n'ai même pas pensé à ce que ça pouvait représenter. Puis quand je suis arrivée, il n'y avait pas d'employés de femmes. Il y avait une équipe en place qui était plus vieux et pas si accueillant. Ben oui, j'ai déjà un travail à faire, on va y aller. Puis quand je suis partie à la fin de mon séjour, ces gars-là, ils ont fait un party. Ils m'ont écrit un ballet avec mon nom dessus. Puis j'étais comme, ben voyons. J'avais fait une différence, mais parce que je ne m'avais pas mis de barrière et je ne m'avais pas dit non. Quand on engage dans la Maison verte, je dis à la personne, regarde, moi, je ne te dirai pas non, je n'appellerai pas pour tes références. Dis-toi pas non, essaye-le. Après un bout de temps, on va le savoir assez vite. Mais moi, je suis comme ça, comme personne. Oui, bravo Manon. Il faut dire qu'on est dans une société assez privilégiée, ici au Québec notamment. Bon, c'est sûr qu'on a toujours du chemin à faire. La parité, ce n'est pas encore acquis partout. Mais il y a des jeunes ici qui habitent des endroits où c'est encore moins facile d'être une femme et de faire sa place. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil, Manon? Je pense que c'est difficile, Sophie, en fonction que je n'ai pas eu ces limites-là ou ces conditions-là. Je crois que je suis choyée d'être dans la région que je suis. Moi, je pense que ça part tout, comme je disais tantôt, de notre intérieur. Je pense que si on bâtit son soi, son bien-être, embarque la confiance et ensuite, on est capable de peut-être regarder autour et de trouver des portes, des ouvertures. Il y a certainement des alliés qui nous entourent à quelque part, c'est de les trouver. Mais pour les trouver ou avoir cette ouverture-là et le courage, je pense que ça prend toujours un peu de courage. Puis des fois, il faut arrêter pas trop y penser pour ne pas commencer à se mettre les propres barrières ou les inquiétudes. Mais ensuite, c'est bon, je fonce, puis je vais risquer de me faire dire non plusieurs fois, mais j'y crois. Puis dans mon plein profond, c'est ça qui est bon, j'y vais. Mais il faut se bâtir ça à l'interne avant. Puis ensuite, il va y avoir des portes, il va y avoir des alliés, il va y avoir quelque chose à quelque part. Puis il faut avoir cette confiance-là. J'ai quand même une confiance avec la vie aussi. Oui, Je sais pas si la je peux parité, juste, Jean-François, c'est important. Moi, tu sais, tu dis le Québec est privilégié ou on est, Ben, par rapport on à est certains chanceux, endroits dans le mais monde. sais-tu, il Pas n'y tant a que même ça. pas 100 ans, c'était pas le cas au Québec Effectivement. et au Canada. Le droit de vote pour les femmes, 1940. OK, c'est vraiment Ouais. pas longtemps, ça. D'accord. C'est Ouais. même pas 100 ans. Fait que, tu sais, à quelque part, il y a des femmes qui ont eu ce courage-là et qui se sont mobilisées Ouais. et qui ont fait qu'aujourd'hui, on a cette. Donc, moi, tu sais, je dis, on se mobilise, puis on n'a pas peur d'être précurseur, puis d'être en avant, puis de. Tu sais, soit que tu regardes la parade passer ou que tu fais la parade. rentres dans la parade ou que tu lances la parade, tu sais. Et pour moi, si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a des femmes, puis qu'il y a des hommes aussi, qui ont Oui, tout à soutenu fait. ces femmes-là, parce que ça aussi, ça prend ça. Et c'est une société, puis une société plus inclusive, c'est tout le monde, tu sais. Fait que pour moi, ça, c'est important. C'est surtout papa de trois jeunes filles, c'est très important. Puis au sein de la tablée des chefs, comment cette chose-là qui est importante pour vous, d'avoir une parité, d'avoir une présence féminine, comment ça se concrétise? Ah ben, à la tablée, on est 3 gars, puis 14 filles. Fait que, Ça va bien. dans l'équipe. Fait que ça va très, très bien. Puis Oui. dans mes équipes de vente, quand j'étais chez Marriott puis chez Fairmont, j'avais juste des filles dans mes équipes. J'ai toujours mieux travaillé avec les filles, avec les femmes. Et je sais pas. C'est quelque chose qui, pour moi, j'y réfléchis même pas. C'est juste. va de soi. Ça va de soi. Michel, c'est une préoccupation aussi d'avoir une équipe où il y a de l'égalité homme-femme? Oui, absolument. Ben, je veux dire, c'est sûr que sur le terrain, au niveau des opérations baseball, c'est 22 joueurs. Mais au niveau administratif, là, d'après moi, on est environ autour là, de 50-50. Puis c'est comme je dis, c'est une question d'équilibre aussi. C'est le fun. Puis de laisser la place aussi au côté créatif. Les femmes qui sont avec nous au niveau administratif, ça amène, ils amènent leurs propres idées, leur propre vision de comment ils voient tout ça. Puis le stade, je dirais qu'on
On est autour de 2500, 3000 personnes à tous les soirs, les gens qui viennent voir les matchs. Puis on a de plus en plus de femmes aussi. Puis je suis sûr que l'effet qu'il y a des femmes dans le bureau pour séduire ou pour trouver toutes sortes d'idées, ça prend cet équilibre-là. Sentez-vous qu'il y a un vent de changement? C'est-à-dire que l'entrepreneuriat social est en train de grandir, qu'il y a de plus en plus d'entreprises, d'organisations comme la Tablée, comme la Maison Verte qui voit le jour, de plus en plus d'entreprises privées qui vont développer un volet social. Sentez-vous qu'il y a un vent de changement qui se passe là, en ce moment? Jean-François? Oui, tout à fait. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux le speech d'Emmanuel Faber, le CEO de Danone, aux étudiants des HEC, avec son frère qui était schizophrène. Mais ça, c'est cette semaine, là? Oui, Oui, c'est ça. pour moi, c'est clair que les organisations aujourd'hui sont sujets à une mobilisation mondiale. Et les grandes entreprises ne peuvent plus se cacher. L'information circule trop vite et la mobilisation, elle est mondiale. Dans le temps d'une journée, tu as 50 millions de personnes qui vont voir un clip, qui vont se faire une opinion, qui vont lire les commentaires sur les réseaux sociaux et qui vont boycotter une entreprise. On le voit avec Volkswagen, qu'est-ce qui est arrivé avec une cause liée à l'environnement. Les grandes entreprises et les conseils d'administration sont bousculés par ça. Et c'est tant mieux. Hein? C'est tant mieux parce que c'est peut-être le côté qui est le plus positif de tout ça, de cette mondialisation-là de l'information. Des fois, on voudrait en avoir des plus positives, des informations plus positives parce que ça devient lourd. Mais au niveau de l'entrepreneuriat social, pour moi, j'ai un exemple très, très concret, très dernièrement, hier en fait. J'ai une de mes employées clés qu'on voulait faire avancer dans notre organisation qui a décidé de quitter pour gagner un peu plus de sous pour le privé. Et elle a fait 1 mois au privé. Et elle a voulu nous rencontrer hier. Et elle nous a dit qu'elle voulait revenir. Et je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui vont reprendre quelqu'un qui a quitté comme ça, mais nous, on l'a repris parce qu'elle a démontré et elle a dit, je sais maintenant que je veux travailler pour la Tablée, puis je sais qu'est-ce que je peux accomplir pour la Tablée. Puis ça prenait ce mois-là pour me le faire réaliser. Et elle est revenue à bord. Donc, moi, je pense que les jeunes, les gens veulent plus d'égalité. Et ils vont vouloir travailler de plus en plus pour le secteur social et aussi contaminer le secteur privé positivement par tout ce mouvement social. C'est ça. En fait, c'est ça, un Michel, peu qui que est Michel a arrivé fait, dans chez le vous. fond. Vous avez été contaminé par ça. Sentez-vous ce vent de changement-là aussi? Moi, je le sens depuis 7-8 ans. Je trouve qu'il y a une dizaine d'années, c'était à l'extrême de l'autre côté. C'était performance-résultat un peu partout. Puis je pense que justement, les réseaux sociaux, puis tout ça, ça a une influence énorme. Je pense que l'exemple, qu'on parlait de Volkswagen, tout ça, est là, dans le sens que Jean-François, c'est en plein dans le mille. Les gens ne peuvent plus se cacher. Les jeunes aussi qu'on rencontre ont beaucoup plus d'intérêt. Moi, je sens dans les dernières années d'avoir un impact social que de chercher le revenu. Mais ce n'est pas ce qu'on disait il y a une dizaine d'années. On sentait que les jeunes qui appliquaient cherchaient revenus, conditions de travail, tout ça, puis on véhiculait ça. On disait ça n'a pas de bon sens, c'est tout ce qui est là. Puis là, je ne sens pas ça dans les 2-3 dernières années. On nous rencontre, puis on parle de salaire, c'est le dernier point. Oui. C'est même pas dans les premiers points, c'était pas comme ça avant. Manon, Puis, ce qui est intéressant de ça, contaminer, j'aime ça aussi, Jean-François, parce que dans le fond, c'est que l'entreprise privée a juste besoin d'avoir des personnes dans son personnel qui vont y apporter cette nouvelle approche-là, cette nouvelle vision. Comme toi, tu es appuyé par ton équipe. Fait que c'est toi, si tu irais à quelque part d'autre, tu aurais encore ce pouvoir-là si les gens ont confiance ou t'appuient. Donc, ça veut dire que l'industrie privée peut être aussi sociale qu'une entreprise sociale si elle a des fervents à l'intérieur ou s'ils s'équipent, puis vont avoir des personnes qui vont justement promouvoir ces valeurs-là. Donc, c'est possible dans toutes les industries, à la condition qu'on a des gens qui y croient puis qui veulent faire cette différence-là. Vous dirigez des organisations donc, qui ont un volet social. Est-ce que ça vous a changé, mais vous êtes aussi des citoyens, des consommateurs. Est-ce que ça vous a changé comme consommateur? Moi, je dis souvent acheter, c'est voter. Là. Est-ce que vous
quand vous achetez, vous posez des questions pour en savoir un peu plus sur le produit ou le service que vous allez consommer. Est-ce que ça fait partie aussi de votre Je pense que par la force des choses, vocation? c'est par la force des choses, c'est ce que ça fait. Quand on parle de l'effet social, il y a aussi l'effet local. Moi, je le ressens depuis 4-5 ans. Il y a beaucoup plus de gens qui vont acheter notre produit, notre tomate. Maintenant, on la livre de Hearst à Timmins, ce qui veut dire dans 200 km et peut-être proche de ça. Puis, on voit les gens qui ont cet intérêt-là. C'est pas juste pour sa fraîcheur, mais c'est aussi pour encourager plus local. Donc ça, je trouve ça merveilleux par rapport à quand tu te baignes dedans, tu finis par l'appliquer. Bon, avant d'acheter quelque chose, je regarde où ce qui vient. Oh, attends un peu. Faites pas mal de kilomètres. Ouais, sa fraîcheur est peut-être plus là, mais finalement, je pourrais-tu encourager plus proche? Fait qu'il y a aussi ce vent-là qu'on voit s'approcher. Jean-François, est-ce que Ouais, votre façon de consommer a changé aussi? Moi, je pense plus que... Moi, ce qui m'a influencé le plus, c'est de devenir père, tu sais. Ça a eu un effet encore plus grand chez moi que, ben aussi, ça a combiné à mon implication sociale. Regarder de plus en plus qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, puis dans quel contexte ils vont évoluer. Ça me stimule encore plus. Et après, tous les fraudeurs, ceux qui prétendent être qu'est-ce qu'ils ne sont pas par rapport à la responsabilité sociale ou à l'achat local ou à tout ça, la traçabilité, l'éthique, la gouvernance dans certaines entreprises qui se servent du secteur social pour faire du marketing Oui, ça, je fais très attention à ça. Ça, c'est sûr. Michel, Ben, êtes-vous plus sensible comme consommateur? Je le suis, mais je prends pas le temps de l'être assez. Dans le sens qu'une table ronde comme aujourd'hui, on pourrait toujours faire plus, oui. mais en même temps, je me rends compte, je suis dans la passion de ce que je vis, je suis comme j'ai un fixe sur ce que je fais présentement, puis des fois, ça serait bon de prendre une pause, puis j'adore ce qu'on fait présentement parce que ça me fait découvrir des choses comme ça. Mais c'est sûr qu'avec les enfants, les discussions qu'on a, ça amène beaucoup de choses aussi. On prend le temps aussi dans le bureau de discuter. Puis j'aime ça, je suis entouré de jeunes dans la vingtaine qui voient les choses à leur façon, qui ont des différentes choses à apporter. Puis c'est un beau partage dans tout ça, mais on voudrait toujours en connaître plus. À chaque jour, on découvre, c'est de s'arrêter puis d'être capable de voir un peu plus large. S'il y a des jeunes ici là, qui aimeraient se lancer dans leur... ils ont une idée d'organisation, d'entrepreneuriat social, quels seraient les conseils que vous leur donneriez? Ou, si on veut, les choses à éviter? Commence par quoi? Oui. Manon? Il faut commencer par être fou. Non. Oui, c'est ça. On a compris, il faut être un croire. petit peu... faut être obstiné, hein? Ouais. Oui, déterminé, passionné, mais croire dans son projet. Puis ensuite, il faut quand même revenir à la base de n'importe quelle entreprise. Une entreprise sociale, c'est quand même une entreprise. Elle doit finir par être rentable ou faut que ça l'arrive à un moment donné. Donc, on ne peut pas se sauver des plans d'affaires, on ne peut pas se sauver de l'étude de marché, on peut pas... on a un rêve, il y a un besoin. En partant, ça va déjà aller bien. Mais il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce qu'on est une entreprise sociale. C'est pas vrai qu'on vit de subventions ou des choses comme ça. Puis je ne voudrais pas vivre de subventions parce que change de gouvernement puis tu peux perdre ta subvention tellement vite que tu veux être autosuffisant dans ton entreprise aussi. Mais il y a cette passion et un besoin. Oui, c'est ça, je vais vous poser la question autrement. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez faites différemment? Tu sais, des fois, quand on dit « si j'avais su », on regarde j'aurais Jean-François. donc dû. Jean-François. Je pense pas. Non? Je pense pas, non. Je pense je vais recommencer, je vais recommencer peut-être en partant à une autre entreprise sociale un jour ou je sais pas. Puis je vais encore faire des erreurs, je vais encore faire des choses, puis ça va être correct. Mais si tu t'arrêtes à l'obstacle qui est le problème, tu sais, puis que ton plan FG, là. Mais une des choses que je suis retourné à l'école, à l'université, après sur le tard. Il n'est jamais trop tard là, pour retourner à l'université, mais et dans les cours de gestion des opérations au MBA, tout ça, je réalisais que
on se fait une idée quand on est aux études de l'entreprise parfaite. Qu'est-ce que devrait être la gestion des opérations? Qu'est-ce que devrait être la gestion des ressources humaines? Qu'est-ce que devrait être? Et là, on se crée une image ou une idée de ce que devrait être une entreprise ou une organisation. Et on oublie que ça se bâtit et cette idée-là va nous amener à ralentir notre processus créatif ou à ralentir, à augmenter notre intolérance au risque, puis de se lancer. Et donc, on va attendre que tous les morceaux qu'on nous avait dit qui devaient être en place pour partir l'entreprise soient tous là. Mais ça n'arrive pas, ça. Ça, c'est des rêves. Personne ne va vous arriver avec une boîte puis dire, regarde, c'est ça, c'est ton entreprise, elle est là. Tous les éléments sont là. Oui, tous les éléments sont là. C'est comme un casse-tête, il n'est pas fait. Les morceaux sont renversés, je le dis tout le temps comme exemple. Mais commence à le faire, commence à revirer, puis commence à le travailler. Puis oui, à un moment donné, ton casse-tête, il va être fait au complet, puis tu passeras au prochain. Fait que commencez tout de suite, puis parlez-en, partagez autour de vous, échangez avec les gens. N'ayez pas peur de partager vos idées. Faites attention au plagiat. Faites-vous pas voler vos idées, mais en même temps, partagez avec des gens en qui vous avez confiance et qui pourront vous challenger. Puis juste ça, ça va faire évoluer votre idée, puis ça va vous faire avancer. Parce que tu peux avoir passion, besoin, mais après ça, c'est action. Ouais. Faut qu'il y ait, je peux rester rêveuse ou je peux Je agir. passe à l'action. Ouais, c'est c'est ça. C'est ça. Mais Michel? les gens tentent de nous décourager constamment. Moi, je me souviens, on dit, ouais, mais t'es pas une personne d'affaires, comment tu vas faire ça? C'est quoi? C'est quoi un quelqu'un entrepreneur? d'affaires, C'est ouais. quoi quelqu'un d'affaires? Après ça, le côté légal, après ça, la comptabilité. On n'est pas obligé de tout connaître, mais on peut aller chercher ces ressources-là. Puis, c'est pas parce qu'à l'âge de 22, 23 ans, on n'a pas notre bac ou notre maîtrise dans certains domaines qu'on ne peut pas le développer plus tard. Tu sais, c'est faisable, mais les gens nous donnent souvent un titre. Ah, tu ne pourras pas faire ça, toi, tu n'es pas comptable. Tu ne pourras pas faire ça, tu n'es pas du côté légal. Mais il y a les ressources, il y a une façon qu'on peut aller trouver tout ça puis le développer avec le temps. Mais de toute façon, qui est identifié? Ah, oui, oui, mais lui, c'est parce que lui, c'est un entrepreneur. On dit souvent ça. Ou les gens disent, on rencontre tel homme d'affaires, puis lui, il va te dire quoi faire, c'est un homme d'affaires. Et c'est tout. Tu sais, c'est pas comme ça, là. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui peuvent être faites de différentes façons. Quand tu posais la question, est-ce que tu referais les choses de façon différente? J'aurais peut-être pu arriver au même point de façon différente. Donc, le chemin que j'ai pris n'est pas nécessairement le meilleur chemin, mais je suis fier parce qu'au niveau de mes convictions, je l'ai suivi, puis j'y croyais, puis je l'ai fait. Maintenant, si j'avais un conseil à dire à quelqu'un, je ne dirais pas nécessairement de prendre le même chemin. Peut-être qu'il y a une autre façon d'arriver de A à B. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Je terminerai en vous demandant de quoi êtes-vous le plus fier? Jean-François? D'avoir suivi ma passion, d'avoir réussi à attirer des gens autour de l'idée que j'avais et qui est maintenant une idée partagée. Puis de voir que maintenant, à l'intérieur même de mon organisation, il y a des gens qui font évoluer mon organisation sans même que j'ai à intervenir. Tu sais. Puis ça c'est quelque chose que je suis très content de voir, puis dont je suis fier. Ouais. Manon, en voie d'atteindre avant d'atteindre l'autosuffisance alimentaire de Hearst, là? Bien, je pense que je te dirais que j'ai la fierté d'avoir resté moi-même et d'être fidèle à moi-même, puis de parvenir à comprendre que ça prenait peu pour faire une différence. Puis je pense que c'est à la Maison Verte que je l'ai réalisé le plus. Ça m'habitait peut-être depuis longtemps, mais par contre, quand on est fidèle à soi, puis qu'on fait à quoi on fait qu'est-ce qu'on croit, puis on se rend compte de l'impact, puis la différence qu'on a fait dans la vie de l'autre, je pense qu'on en reçoit encore plus qu'on peut avoir à faire. Fait que Donc, ça c'est prend là. peu pour faire une Beaucoup, différence. ouais. Moi, je pense que je tweeterais ça. Là, tu sais. Ah oui. Non, mais c'est vrai, parce qu'on a l'impression des fois que, oui, c'est des gros projets, là, c'est des grosses organisations que vous dirigez, mais en quelque part, c'est ça. Puis Ça quand prend on peu n'a de pas choses. peur du non, puis qu'on ne croit pas aux limites que les gens nous mettent, tu sais, c'est à chaque fois que quelqu'un t'avait dit « Non, tu peux pas parce que t'es pas ci, puis t'es pas ça. » Je sais pas où ce que je serais, là. Fait que... Michel, de quoi êtes-vous le plus fier? Bien, un peu comme Manon et Jean-François, je veux dire, c'est tout ça. Je rajouterais d'avoir suivi la passion, d'avoir suivi mon système de valeurs. Encore une fois, les gens nous donnent des directions, des conseils, puis on se fait dire, ben ça ne marche pas comme ça en affaires, il va falloir t'agir de telle façon. Puis
moi, j'ai continué avec mon système de valeurs. J'y croyais. Je croyais que ça pouvait se faire de cette façon-là. C'est très différent de ce qui s'est fait par le passé, mais c'est tellement plus satisfaisant d'y arriver en gardant le chemin est plus long, mais en bout de ligne, on est plus satisfait. C'est pas un chemin en ligne droite, Non. mais qui est extrêmement, ce que je comprends, c'est qu'il y a Valorisant. un grand sentiment d'accomplissement. Ouais. Et merci beaucoup pour cet échange. Moi, j'ai déjà le goût de me lancer. Je ne sais pas vous, là, mais vraiment, merci beaucoup. On va voir. Merci. Pour votre générosité, vraiment, et votre passion est vraiment contagieuse. J'inviterai les gens qui ont des questions. On m'a dit que vous savez comment ça fonctionne depuis quelques jours, d'aller au micro, puis on va prendre vos questions à tour de rôle. Simplement répéter quelques consignes de base. Ne pas oublier de vous présenter, de dire d'où vous venez. Nos invités ne vous connaissent pas, même si nous, on est une grande famille. Aussi préciser à qui s'adresse la question. Soyez précis. Je vois, là, vous êtes bien préparés. Vous avez vos questions écrites. C'est très apprécié. Bonjour et merci. Je suis Maisbol, je suis de Costa Rica. Et j'ai une petite question pour Manon et j'ai une autre question pour Jean-François. Alors, Manon. Manon, vous avez tourné du domaine de l'éducation au primaire à l'industrie... C'est bien? Oui. Oui, OK. À l'industrie forestière, oui. Alors, comment a été ce processus de risque pour une femme? Et qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour prendre des décisions de changement dans notre vie professionnelle et pourquoi non dans notre vie personnelle comme femme? OK? Et pour la question pour Jean-François, c'est, vous avez parlé de l'importance des employés clés. Oui? Alors, comment est-ce qu'on trouve ces employés? Ou ce type de collègues aussi, collègues de travail. Qu'est-ce qu'on doit chercher? Oui, c'est ça. Manon, est-ce que vous sentez ouais. prête à répondre? Oui. Bien, le risque, il va toujours en avoir. Oui, on peut les évaluer, puis on peut faire les pour et les contre, mais il faut suivre cette voie-là qu'on a aussi à l'intérieur. Moi, je ne crois pas que je serais où je suis aujourd'hui si je n'avais pas essayé, des fois à l'aveuglette, mais c'est avec les erreurs que j'ai acquis de l'expérience et qui m'a permis ensuite d'avoir de la confiance. Que ce soit personnel ou professionnel, je ne les vois pas différemment, ces chemins-là. J'ai fait des choix, peut-être pas toujours les meilleurs. Je les ai assumés, j'ai accepté. Je ne vis pas avec des regrets parce que je n'ai pas le temps de ça. Je me dis, quand j'ai fait la décision de changer de carrière ou autre dans ma vie personnelle, c'était avec les meilleures informations que j'avais sur le champ. Puis, j'accepte que peut-être c'était une erreur après, mais c'est correct. C'est comme ça que j'ai avancé. Donc, que ce soit personnel ou professionnel, il va y en avoir toujours des risques, mais il faut les prendre si on veut aller plus loin. Merci. Une équipe, ça se bâtit. Je pense que tu en sais quelque chose. On pense qu'il y a des éléments qui vont être complémentaires, qui vont être travailler en synergie, qui vont amener l'organisation plus loin. Ça arrive qu'on se trompe. Il faut réagir rapidement quand on s'est trompé. Et quand on réalise qu'il y a des gens dans l'organisation qui vont encore plus loin que ce qu'on pensait qui apporterait à l'organisation, bien, on ne veut pas les perdre, ces gens-là. Et donc, c'est là qu'on peut identifier l'avenir ou vers qui on va donner plus de responsabilités. Et on parlait de complémentarité par rapport à nos propres. Moi, je ne suis pas parfait, je n'ai pas toutes les compétences, je n'ai pas toute la connaissance. J'ai une très bonne vision, puis je suis capable de la partager. J'ai du leadership, donc je suis capable d'identifier des gens qui vont me compléter et qui vont amener ailleurs où je ne pouvais peut-être pas aller si j'avais été seul. Tu sais. Donc, c'est comme ça un peu qu'on est capable d'identifier.
Puis, c'est vraiment comme ça, je pense que... Puis après ça, vraiment, comment, après ces éléments-là, interagissent avec les autres, puis respectent les valeurs de l'organisation. Merci. Bonjour, je suis Perla du Mexique. Merci à vous trois, c'était vraiment intéressant et inspirant. Ma question, c'est plutôt pour Jean-François, pour la table des chefs. J'ai appris, ça fait pas longtemps que vous êtes au Mexique et j'étais vraiment contente parce que j'ai eu, ça fait quelques années, une grande déception dans ma vie, comme ça m'a vraiment choquée. J'ai travaillé pour Disney et pour moi, c'était comme les rêves et une entreprise magnifique qui fait comme transmet la félicité à tout le monde. Et j'ai travaillé dans un restaurant, dans un des parcs de Disney, qui avait, c'était la nourriture à volonté. Alors, il avait un buffet. Et en tant que travailleur là-bas, employé, je voyais tous les jours comment à la fin, ils jetaient des kilos de nourriture. Et ça m'a vraiment blessée. Comme je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce que tout le monde pouvait faire ça. Et comme, on s'habitue. Je voyais que les gens s'étaient déjà habitués parce que j'étais nouvelle. J'ai travaillé seulement 2 mois là. Mais il y avait des gens qui travaillaient là depuis des années. Et ils faisaient pas des impacts dans leur personne parce que je pense qu'ils s'habitent ou ils n'ont jamais vu des personnes qui n'ont pas assez de nourriture. Je ne sais pas, je ne comprenais pas. Mais j'ai posé la question à plusieurs personnes, dont mes supérieurs. Et ils m'ont dit qu'ils ont essayé, ça fait quelques années. Je ne sais pas si ça a changé, mais à l'époque, ils m'ont dit que c'était parce qu'ils ont, dans un moment donné, essayé de donner la nourriture peut-être aux employés ou à des organisations et qu'ils ont reçu beaucoup de processus légaux à cause de l'intoxication alimentaire. Je ne sais pas si dans l'encadrement légal des États-Unis, ils ont plus de tendance à avoir ce genre de menaces ou de défis comme institution. Mais bon, je suis vraiment contente que vous avez trouvé la façon d'implémenter au Mexique votre organisation parce que j'ai vu qu'il y a même des hôtels, grands hôtels reconnus. Alors, ma question, c'est plutôt, est-ce qu'il y a vraiment cet enjeu de l'encadrement légal du pays pour mettre en place des initiatives comme les tables des chefs ou comment est-ce que vous choisissez les pays où vous allez l'expandir? C'est drôle que tu parles de Disney parce que j'ai déjà été en contact avec la vice-présidente Sustainability de Disney et à travers LinkedIn, puis j'avais réussi à avoir un bref échange avec elle. Elle m'avait dit comme tu as dit, qu'il faisait déjà des actions. Donc, ton témoignage me porte à croire c'est un peu du rubber stamping. Là. Ils se cachent derrière des actions qu'ils ont prises et qui n'ont pas fonctionné. Et ça, c'est le cas de plusieurs hôtels qui, quand je parlais au début, là, qui nous disent « Ah oui, je le fais déjà » ou « Non, on l'a fait, mais ça n'a pas fonctionné. » OK, bien, c'est pour ça que je suis là, pour t'aider à ce que ça fonctionne. Fait que, on peut-tu trouver des solutions pour que ça marche? L'aspect légal est très important. Ici au Québec, dans le Code civil du Québec, c'est l'article 1471, le Code du bon samaritain, et la loi contre la pauvreté aussi, qui donne un droit à l'alimentation à tous. Et donc, qui protège une personne qui donnerait au prochain gratuitement de la nourriture pour le nourrir. Donc, il ne peut pas y avoir de recours légal contre cette personne-là parce qu'il vient en aide à titre de bon samaritain à quelqu'un d'autre. Aux États-Unis, il y a le Clinton Act qui a la même dimension, mais comme la complexité aux États-Unis, le fédéral n'a pas juridiction dans certains États
sur l'ensemble des législations. Il y a des États où il doit y avoir en plus une protection au niveau de tout ce qui est hygiène, salubrité, les règles alimentaires. Et ça vise l'inspection des aliments, la salubrité. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes à vérifier avant de commencer à faire de la récupération alimentaire puis d'impliquer des hôteliers pour justement éviter qu'il y ait des recours légaux. Puis comment on fait? Bien, nous, on a la chance de travailler avec la Fondation Thomson Reuters, qui est présente partout dans le monde et qui a sorti un programme qui s'appelle Trust Law, sur lequel je peux aller sur le portail, déposer une demande d'aide, peu importe le pays où je veux développer mon organisation, et je vais avoir accès à des services légaux pro bono pour m'aider justement à avoir clair sur la législation locale où je veux intervenir. Jean-François, il faut être membre de cette organisation-là? Il faut être choisi par choisi. Thomson Reuters, OK. par la Fondation, OK. pour Donc, soutenir. si jamais ça nous intéresse, il faut soumettre notre une candidature. demande, puis Exactement. à partir du moment où on est choisi, on a droit à ces services-là. Oui. Comment ça s'appelle? Trust Law. Trustlaw.org. Okay. C'est soutenu par Thomson Reuters, qui est la famille Thomson, qui est une des fortunes les plus importantes au pays, mais qui ont cette vocation sociale à travers cet outil-là. C'est bien. Prochaine question, allez-y. Bonjour, je suis Serge Fécu, je suis haïtien, je vis en République dominicaine. Et j'avoue que c'est tellement noble ce que vous êtes en train de faire. Et je demande à la salle de vous applaudir très chaleureusement. Merci beaucoup. Ce qui m'a le plus attiré l'attention, c'est que vous venez de dire que vous aviez eu plus de profit avec ce que vous aviez su faire avant. Et maintenant, ça fait tellement du bien, vous vous sentez à l'aise avec vous-même en faisant moins, mais en aidant les autres. En s'oubliant un petit peu pour penser vraiment aux autres. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Ma question, c'est à M. Jean-François. Je voudrais savoir quelle méthode vous utilisez pour récupérer ces excédents qui sont à un pourcentage de 50%, pour vraiment la récupérer. Et est-ce qu'à un certain moment, votre organisation a pensé de s'étendre au-delà des limites du Canada, puisque le fossé vraiment qui existe dans le monde entre les gens qui puissent manger et qui ne peuvent pas, c'est vraiment, vraiment grand. Merci. On est présent à l'extérieur du Canada. On est présent depuis 2012 à Mexico. Et on récupère à peu près 50 000 repas à Mexico actuellement, dans des grands établissements hôteliers, le Saint-Régis, le W, le Sheraton Maria Isabel, le Westin, Santa Fe, qui récupèrent à chaque semaine des surplus. Le système est assez simple et oui, pourrait être répliqué et porté par un... On est en train de réfléchir présentement, justement, en comité de travail sur comment on va être capable de se déployer ailleurs sans avoir à gérer une opération locale nous-mêmes, parce que c'est ce qui est lourd, en fait. On parlait de défis tantôt, là. Je ne peux pas, moi, aller gérer l'opération à Mexico avec la famille et tout ça. Ça prend vraiment des porteurs locaux et des gens qui comprennent bien la réalité locale aussi. Et ça, je n'ai pas la prétention de le savoir. Ce que je suis capable de faire, par exemple, c'est quand j'arrive sur un territoire, de travailler avec des gens qui sont locaux et d'amener la vision puis de les challenger sur comment ils vont réussir à le faire. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je voudrais faire de plus en plus. Donc, effectivement, et le projet peut être porté par une banque alimentaire, par un autre ONG local, comme c'est le cas en France, où c'est un ONG de France qui porte la licence de la tablée et qui déploie la récupération alimentaire et l'éducation culinaire chez les jeunes dans la région de Paris. Donc, et qui vont le faire partout en France. Et donc, à ce moment-là, c'est une belle façon aussi de se déployer. Donc, si quelqu'un, par exemple, comme Serge, qui habite la République dominicaine, où il y a beaucoup d'hôtels, voudrait... Oui, tout à fait. La tablée pourrait aller travailler avec lui et une équipe. Ça prend des centres où il y a des hôtels, il y a beaucoup d'hôtelleries. Il y a sûrement des surplus alimentaires dans ces grands hôtels-là, c'est presque certain. Oui. Cuba serait une belle place. Cuba aussi. Je connais quelqu'un qui est déjà au Cuba. Allez-y. Bonjour, merci pour votre présentation à tous. Je m'appelle Evelyn Johnson. Je suis américaine, j'habite à Caroline du Nord et je suis honduréenne par naissance.
et dans le mois de mai, j'ai l'opportunité d'assister à un forum qui s'appelle Coupa HR. C'est pour les professionnels dans les ressources humaines à Boston. Et la dernière soirée, nous serons à Fenway Park. Et j'ai l'opportunité de dîner avec tous les professionnels où les Boston Red Sox jouaient. Donc, ma question, c'est pour Michel Laplante. Et j'ai lu dans le site d'Internet que le Boston Red Sox a un programme comme que vous tenez. Et est-ce qu'elle travaille avec des jeunes et voyage à la République dominicaine pour faire des maisons avec, comme habitat pour l'humanité? Est-ce qu'il y a pour avoir une opportunité d'assembler un projet avec votre organisation entre Major League Baseball, ça pour améliorer ou profiter ou grandir ces programmes dans les autres pays d'Amérique latine? Absolument, dans le sens que c'est sûr qu'il y a un intérêt. Je ne connais pas nécessairement chacune des... tu sais, la Fondation Blue Jays a sa mission. Je sais que les Red Sox ont cette mission-là, puis d'aller construire. On n'a pas non plus tout à fait les mêmes moyens, dans le sens que les équipes du baseball majeur sont à un autre niveau. Mais quand on parlait tantôt d'implication des entreprises, c'est des choses qui se font de plus en plus à tous les niveaux. Mais chacun ont vraiment leur mission qu'ils ont développée à travers probablement ce qu'ils vivent dans leur vie ou les opportunités qu'ils ont eues. Nous, ça se situe à un autre niveau. Nous, ce qu'on est vraiment en train de développer, c'est encore une fois le développement culturel à travers le sport par la Fondation et l'aide aux jeunes à vivre ces expériences-là. C'est vraiment de ce côté-là qu'on va le faire. Mais on n'est pas nécessairement en contact avec chacune des 30 équipes du baseball majeur. Mais je sais qu'il y a quand même de plus en plus de belles choses qui se font. Ils se font pas tous avec la même profondeur d'une organisation à une autre. Il y en a qui le font vraiment pour l'image. Et quand on va voir un peu plus profondément ce qu'ils font, ben entre l'image et ce qui est fait, c'est différent. Je pense que dans le cas des Red Sox, si on va voir un peu plus loin, c'est vraiment positif. Là, ce qui est fait, il est fait par eux. Mais c'est ça. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis originaire du Nouveau-Brunswick, puis je travaille comme agent de développement communautaire pour les écoles de ma région. Puis ça fait quelques années que le district a pris un tournant plus entrepreneurial, entrepreneuriat éducatif, social, tout ça. Puis je me demandais, dans chacune de vos organisations ou vos projets, est-ce que vous avez un volet éducatif? Est-ce que vous travaillez avec les jeunes? C'est sûr qu'avec l'équipe de baseball, c'est les jeunes, mais j'aimerais juste que vous élaboriez un peu si vous avez un volet plutôt jeunesse ou quelque chose qui a rapport avec l'école. Par exemple, si la Maison Verte a une collaboration avec les écoles de la région. Mais ma question serait plutôt pour tous les trois, là, mais je suis plus particulièrement curieuse à propos de la Maison Verte. Merci. Oui, merci. Puis oui, c'est un volet qu'on a commencé dans les dernières années. Je pense que ça l'aidait parce que j'avais enseigné au primaire. Donc, j'avais déjà les contacts avec les écoles parce que il y a encore toute une procédure à suivre pour s'intégrer dans les écoles, même pour aller juste faire la plantation de semis ou de légumes. Donc, dans les dernières années, que ce soit la Journée de la Terre, la Journée de la forêt, la Maison Verte va faire des dons de semis pour le reboisement dans la communauté. Donc, on le fait de cette façon-là. Puis, on le fait aussi dans le contexte d'où viennent nos légumes. Donc, on se rend dans les salles de classe à tous les niveaux. Cette année, on a fait de la maternelle jusqu'à la 6e année. Puis, on expliquait le cycle de la semence, le cycle de la plante. Une des façons pour rentrer dans les écoles, c'est on ne veut pas créer plus de travail. Autant que le chef dans une cuisine n'a pas 2 minutes, bien, une prof dans sa classe non plus. Ils ont tellement de choses dans le curriculum à atteindre, le curriculum scolaire. Donc, moi, ce que je les encourage, c'est de choisir justement un élément du curriculum. Puis, on va y répondre avec notre classe de semences. Donc, c'est une des façons de le faire, puis qu'en même temps, ça ne paraisse pas lourd pour les professeurs. Puis, de notre côté, bien, on propage cette bonne nouvelle-là. Jean-François, on a parlé beaucoup là, de la gestion des surplus alimentaires, mais la tablée des chefs, il y a aussi tout un volet éducatif qui est très, très important. Oui, on est présent dans 80 écoles secondaires à travers le Québec, dans 16 régions, avec un programme qui s'appelle les Brigades culinaires.
Et on mobilise les jeunes un peu comme le théâtre ou la musique, le basket ou le football. Ou même le baseball, on crée une gang animée par la bouffe, puis on reprend les anciens locaux d'économie familiale. On reconnecte les fours, les trucs, on dépoussière, on ramène des nouveaux équipements de cuisine et on a créé un programme de 24 semaines où un chef devient coach culinaire des brigades et se crée des petites équipes. Il y a des défis, toutes sortes de projets. C'est vraiment un projet qui est super le fun. Et on a l'ambition d'amener ce projet-là avec nos partenaires. On travaille avec Saputo, on travaille avec Soulbase. Et on a l'ambition d'être coast to coast, là, aller chercher vraiment, être pan-canadien avec le projet éventuellement. On vous attendra au Nouveau-Brunswick. Et pour monsieur, pourquoi pas? Bien, nous, c'est plus ciblé un peu dans le sens les programmes de baseball sport-études sont de plus en plus nombreux au Québec. Là où on peut aider, puis on ne recherche pas seulement, encore une fois, le développement du joueur de baseball au niveau technique, tactique, tout ça, mais encore une fois, on donne exemple les cours d'arbitrage. On donne un cours historique parce que l'histoire du baseball, avec l'histoire en général, les 100 dernières années en Amérique du Nord, il y a un suivi qui entre le sport et le développement économique, tout ça, il y a des liens à faire avec tout ça. Et on a commencé à enseigner le baseball en espagnol dans les formations de baseball. Et encore une fois, c'est magique. La gêne n'est pas là, les barrières ne sont pas là, puis on se rend compte qu'on a quelque chose de beaucoup plus fort qu'on pensait dans tout ça. Donc, on va le développer de plus en plus, mais il faut avoir des entraîneurs qui soient capables de parler l'espagnol pour le faire. Donc, c'est à plus long terme. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Azer, je viens de Maine aux États-Unis. Et ma question, c'est en fait pour vous, Jean-François. Donc, le gaspillage alimentaire, ce n'est pas juste quelque chose qui se trouve dans les cuisines, mais aussi sur les fermes, quand il y a des carottes ou quoi que ce soit qui ne sont pas parfaites. Donc, ma question pour vous, c'est est-ce que vous connaissez et travaillez avec des organisations qui se concernent plutôt à ce gaspillage-là? La question est très bonne. Je pense que dans l'univers du gaspillage alimentaire actuellement, dans le secteur social, il y a beaucoup d'initiatives qui émergent. Il y a des organisations avec lesquelles puis on essaie de travailler avec eux, surtout dans un esprit de valorisation. Donc, il y a une organisation dont le nom m'échappe, mais qui récupère justement tous ces légumes-là qui sont peut-être imparfaits et qui les vendent sous forme de panier sur le web. Et ils ont des points de chute dans différents commerces à Montréal. Il commence aussi, je pense qu'il y a un point de chute sur la rive sud, mais je ne suis pas certain. Et nous, quand on fait des événements avec des chefs connus, parce qu'on a une école de cuisine au marché Jean Talon, en plein cœur du marché Jean Talon. Donc, on utilise leurs légumes pour valoriser auprès des chefs ce genre de produits-là. Mais les banques alimentaires commencent de plus en plus à s'ouvrir à travailler avec les agriculteurs. Ils ont fait accepter un crédit d'impôt au dernier budget provincial pour que, justement, des agriculteurs, parce que ça coûtait moins cher à un agriculteur de jeter, l'agriculteur qui voulait ramasser n'avait même pas l'argent pour payer la ressource pour collecter, ramasser les légumes qui restaient ou les choses qui étaient peut-être moins, qui ne pouvaient pas mettre en vente sur le marché. Donc là, avec le crédit, ils sont capables d'au moins payer la ressource pour ramasser, et ce qui permet aux banques alimentaires d'aller chercher les crêtes de légumes directement chez les agriculteurs. C'est bien. Bonjour, moi c'est Diego, je viens du Guatemala. Donc j'ai une question plus par rapport à la Maison Verte. Donc au Guatemala, nous avons beaucoup de modèles pareils à la Maison Verte avec le but de créer d'emplois. Mais il y a une tendance à penser qu'il faut moderniser l'agriculture et les activités forestières pour que ça soit un levier économique. Mais souvent, au Guatemala, ça arrive que cette modernisation et cette technification de l'agriculture et les activités forestières représentent une menace pour la quantité des emplois qui existent. Parce qu'on ne voit pas vraiment le côté social, mais plutôt le côté des revenus.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette menace? Parce que je pose la question plutôt parce que quand on a cette tendance à penser ça, et le prix de produits qui vient des entreprises sociales, on a tendance à monter parce que la technification permet justement de réduire les coûts. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette menace ou qu'est-ce que ferez-vous si vous serez dans cette situation? Toi, la menace, si je comprends bien, c'est par rapport à l'industrie forestière avec l'agriculture? La menace que je vois, c'est qu'au mesure que la technification monte et que la modernisation de l'agriculture se passe, le prix de ces produits qui sont produits de manière plus industrielle devient plus bas, baisse, mais tout ce qui est produit dans les entreprises sociales, on a tendance à monter ou quand même rester dans le même... Oui, puis c'est toujours la question du plus gros fabricant ou de l'industrie monoculture qui va faire que la compétition va toujours rester. C'est certain que nous, on est plus petits, toute entreprise sociale souvent, mais il n'y a rien qui empêcherait une entreprise sociale de devenir aussi producteur à plus grande échelle. Je pense que ce qu'il faut faire attention au niveau de l'agriculture, c'est de ne pas devenir monoculture et détruire un peu la valeur de la terre et ces choses-là. Mais il va falloir toujours y faire face, mais on va trouver une niche. On va trouver une clientèle qui veut ce modèle-là que nous avons. Donc, il ne faut peut-être pas toujours essayer de se conformer parce que ce n'est peut-être pas la recette pour nous. Ça dépend toujours de la demande, l'offre et la demande. Donc, 80 de notre entreprise est pour l'industrie forestière, 20 est pour même pas 14 est sur le côté de l'agriculture. Ça va peut-être venir qu'à changer, peut-être à cause de la demande, mais par contre, pour l'instant, ça ne serait pas rentable. Donc, il y a cet équilibre-là qui doit être fait aussi. Mais pour rester compétitif, oui, il y a de la modernisation, mais il faut aller avec la demande. Même si je modernise ou j'agrandis ma production, je n'ai peut-être pas la demande pour l'instant dans la région que je suis. Donc, c'est à évaluer ces deux côtés-là aussi. Merci. Ouais. Avez-vous une question? Oui. Bon, au début, merci pour nous partager vos passions. Et ma question, c'est plutôt un conseil que je veux vous demander. Chez moi, quand on veut devenir un entrepreneur social... Hein? Ah, oui, je viens de Panama. Chez moi, quand on veut devenir un entrepreneur social ou faire un changement, tu es toujours le hippie, tu vas mourir de faim. Comment est-ce que vous avez fait? Oui, tu vas mourir de faim. Parce que être un entrepreneur social, ça ne donne pas l'argent. Et alors, comment est-ce que vous avez fait pour mettre en silence le voix autour de vous qui vous décourageait et vous avez resté si fier de votre objectif pour continuer à arriver à ce point-là? J'aimerais savoir. Merci. J'ai commencé seul, j'ai pris des risques, j'ai réduit mon salaire des 2/3, mais j'avais quelqu'un dans ma vie, Geneviève qui est ici, qui gagnait beaucoup plus de sous que moi et qui a accepté qu'on prenne le risque ensemble. Et avant qu'on ait les enfants et qu'on fonde notre famille, c'est elle qui m'a donné la première autorisation de dire, ben, OK, prends le risque sur ton salaire. Puis oui, tu vas gagner beaucoup moins d'argent. Puis tu pourras emménager chez moi. Puis donc, c'était une stratégie. Good one. Enlever le risque financier quand tu es en phase de démarrage. C'est important d'avoir le soutien de sa famille. Si vous êtes encore à la maison, restez à la maison quelques années encore. Démarrez votre entreprise pendant que vous êtes chez vos parents.
ou avec la famille, ou aller rester chez un oncle ou chez les grands-parents, puis essayez d'enlever le plus de risques financiers autour de vous, puis attendez pas que vous ayez justement les responsabilités familiales, les enfants, pour amener tout ce monde-là dans le risque, parce que à ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, cependant, j'emploie 17 personnes à temps plein. Et on a une masse salariale qui frôle le demi-million. Donc, pour moi, après, c'est d'amener des principes d'affaires. On parle des principes d'affaires. Ça, on ne peut pas y faire abstraction. Il faut gérer ça comme une entreprise et donner cette crédibilité-là après, parce que c'est ça qui amène les bailleurs de fonds, c'est ça qui amène les donateurs, ce qui sécurise les gens qui vont te donner de l'argent après. Fait que ça, c'est important. Merci. Je voulais la réponse de vous tous, mais... Manon, aviez-vous quelque chose à dire? En fait, la question, c'est est-ce que l'entrepreneuriat social, est-ce que c'est faire vœu de pauvreté? Là? Non. C'est un peu ça que les gens nous disent? Pas nécessairement. Moi, je ne pense pas que c'est un vœu de pauvreté, mais je veux dire, il y a des valeurs qui changent avec ça aussi. Donc, le matériel, il y a des choses que c'est-tu vraiment si important? Quand tu as de l'argent, tu y penses pas. Quand tu n'en as pas au moins... Ben, moi, dans ma tête, autant que j'étais rêveuse, il n'y a pas de limite, j'étais riche aussi. J'ai pas eu cette barrière-là, mais c'est qu'on n'a pas besoin tant que ça. Si on regarde les choses comme... en tout cas, moi, je dis comme faux. J'achète les choses qu'on a vraiment besoin. On va regarder pour les spéciaux. Mais c'est des choses que je faisais peut-être pas avant, mais que j'aurais dû faire. Donc, c'est dans l'entreprise sociale ou pas, je pense pas que c'est de la pauvreté ou on manque de rien. Moi, je ne pense pas non plus, mais c'est ça que les gens autour de moi continuent à dire. Mais c'est ceux-là que tu n'écoutes pas. Oui, c'est pour ça que je vais vous poser comme question, qu'est-ce que vous avez fait pour n'entendre pas? On s'entoure de gens qui croient à nos rêves, qui croient à nos projets. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on rencontre des gens au niveau social, des gens qu'on n'a pas vus, ça fait plusieurs années, puis on nous demande... as-tu une maison? Qu'est-ce que tu fais? Tout ça. Puis, je veux dire, on est entouré de ce genre de questions-là. Moi, ma vingtaine, si j'accumule tous les sous que j'ai faits dans les 10 premières années, c'est pas grand-chose, là. Mais j'avais l'impression que j'étais bien. Puis, tu t'es nourri aussi du fait que ça va marcher. Je vais trouver une façon. Puis, un peu la même histoire. Moi, avec ma conjointe, elle a accepté de vivre à travers tout ça, puis de dire, écoute, on est heureux quand même, puis on continue de cette façon-là. Puis j'ai pas à me plaindre de ça. Les T4, t'as pas élevé. Payez moins d'impôts. Ouais. Mais c'est fou pareil. C'est fou pareil quand même comme société qu'on valorise pas le bien-être et le bien commun, le bien des gens, et qu'on ne rémunère pas. Tu sais, les gens qui font le plus de bien devraient être ceux qui aussi soient au moins payés au même niveau que le reste du monde. Tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est un non-sens. Quelqu'un me dit, tu travailles dans le secteur social, mais tu gagnes... Mais oui, mais c'est parce que tu ne regardes pas qu'est-ce qui est généré comme impact pour, globalement, au nombre de gens qu'on aide et ce qu'on fait. On devrait valoriser ça parce que ça amènerait des gens. En même temps, tu ne veux pas non plus que ce soit juste ça qui les drive parce que l'empathie, pour moi, est à la base de tout ça. Tu dois aller là parce que tu as senti quelque chose et tu veux le faire. Pour toutes les bonnes raisons. Exactement. Merci. Bonjour, je m'appelle Jeff. Je suis d'origine camerounaise, mais j'ai grandi aux États-Unis, c'est là d'où je viens. En fait, ça fait presque un an que je travaille sur une entreprise sociale que j'ai bien envie de débuter d'ici 2018. Ça s'appelle en anglais CAYA, C-A-Y-A. En anglais, c'est Coalition of African Youth in America. En français, peut-être l'Union des jeunes africains aux États-Unis. En fait, la mission de CAYA, c'est pour aider les jeunes étudiants qui s'identifient comme africains aux États-Unis de pouvoir avoir accès à des ressources qui vont les aider pour partir à l'université et en plus de penser plus critiquement sur ce qu'ils veulent faire après l'université et de pouvoir s'engager avec leur identité africaine. Parce qu'aux États-Unis, ce qu'on constate, c'est que les jeunes africains qui déménagent aux States, à un certain âge, ils ont envie d'oublier d'où ils viennent
Et quand tu oublies ton identité, comme nous le savons tous, tu perds tes origines, tu perds le sens de vivre. Donc, en fait, la question que je veux vous poser, parce que j'ai déjà causé avec plusieurs gens, on a travaillé dessus pendant toute l'année, en fait, et on continue à travailler dessus. Les gens nous ont conseillé de prendre la pause, vous êtes jeune, il faut vivre. Donc, j'ai accepté une position dans une agence de marketing et je commence la semaine prochaine. Mais la question que je veux vous poser là, c'est en fait, quels sont les avantages ou les désavantages de la jeunesse quand vous êtes en train de créer une entreprise? Et comme vous l'avez dit, quand vous créez une entreprise, il faut avoir de l'ambition, la passion là-dedans. Mais quels sont les avantages et désavantages et quels sont les conseils que vous pouvez me donner? Merci. La jeunesse, est-ce que c'est un obstacle ou c'est... Je pensais que c'était juste merveilleux, moi, la jeunesse. Moi, je pensais que c'était plus la vieillesse, là, sérieusement. La jeunesse, des fois, tu as moins de responsabilités. Mais c'est ce que Jean-François... Il y a plus devant soi. Oui, c'est formidable. On peut se lancer encore plus. Tu peux te prendre plus de risques. Oui. Je n'y vois pas beaucoup de désavantages. Je pense que des fois, il faut peut-être faire attention de ne pas trop s'arrêter puis de voir tout ce qui pourrait pas aller. Il faut peut-être... Mais votre question, est-ce que c'était qu'en fait, vous sentez qu'on vous prend moins au sérieux parce que vous êtes jeune? Mais quel âge as-tu? Bon, moi, j'ai fondé la tablée à 23 ans. J'y ai travaillé un peu plus tard, mais je mettais 10-15 heures semaine bénévolement pendant 6 années avant de me lancer avec une permanence. Ouais. Sylvain, c'est quoi ton objectif? Est-ce que tu veux démarrer ton... Parce que tant qu'à moi, elle est déjà démarrée. Parce que déjà elle progresse. Tu l'amènes à une réalisation certaine que tu vois en 2018, ce qui est bien parce que tu as un horizon de temps. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire entre maintenant et 2018 pour accélérer peut-être ça puis dire, tu sais, moi, un jour, je me suis dit, je vais attendre, je vais partir ça quand je vais être directeur général d'un hôtel parce que je vais avoir un réseau, je vais avoir une crédibilité, je vais prendre le téléphone. Puis ça m'aurait ralenti. En 10 ans, j'ai fait progresser l'organisation très, très rapidement. Puis oui, quand tu es jeune, tu as des gens qui ne trouveront pas crédibles ou qui t'ont... Mais ça fait partie de ça. Si tu es capable de faire abstraction à ça, puis de continuer d'avancer, puis que ça te coule sur le dos, tu vas être correct. Il faut juste que tu saches dans quoi tu t'embarques, que tu vas te faire dire non plus souvent que oui, que tu vas te frapper des portes closes, mais que tu trouves des façons de les ouvrir ou de les défoncer. Mais va de l'avant avec ton idée et essaie d'aller te chercher les appuis, puis réfléchis à qui peut être des backers, tes supporters, des gens qui vont croire en toi puis qui vont peut-être devenir tes plus grands partenaires après. Puis j'irai vers la communauté d'affaires africaine aux États-Unis qui a réussi, qui a gardé son identité et qui est présente. Va vers ces leaders-là qui vont croire en ce que tu fais aussi, puis qui vont te supporter, puis qui vont peut-être devenir tes mentors. Peut-être qu'il y en a un ou deux là-dedans qui va dire « Hey, tu sais quoi, lui, j'ai envie de l'aider, je vais être derrière lui. » Parce que finalement, on va nous dire qu'on est trop jeune, qu'on est une femme, qu'on ne parle pas espagnol. Il va toujours avoir des gens qui vont essayer en quelque part de nous décourager, c'est ce que je comprends. Oui. Dernière question? Bonjour, je suis Marc Edwins, je viens d'Haïti. Je vous remercie de nous avoir fait l'honneur de nous gratifier d'un si bel exposé sur l'entrepreneuriat social et le capital humain. Il faut dire qu'en partie, vous avez répondu à une partie de ma question. J'allais vous demander comment vous avez fait pour démarrer votre entreprise, mais je vais essayer d'être beaucoup plus dans la réalité. Je pense que
la majeure partie des jeunes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat social et solidaire ne réussissent pas leur projet. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le leadership nécessaire ou encore ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, mais de préférence, pour nous autres en Haïti, en tant que jeunes, nous n'avons pas accès au crédit. Alors, comment faire pour ouvrir ces portes closes? Disons, comment faire pour avoir l'accès au crédit pour pouvoir lancer notre entreprise dans le domaine de l'entrepreneuriat social et solidaire? Est-ce que c'est ça un peu, l'argent, on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que même quand c'est une entreprise sociale, on a besoin de fonds? C'est un peu ça votre question. Ouais. Alors, comment on fait pour avoir accès à avoir un peu de ressources financières pour partir notre entreprise? C'est ça votre question? Oui. Bien, nous, c'est certain, en 82, c'est qu'on avait des gens dans la communauté qui croyaient au projet. Donc, on a eu des investissements de personnes, des particuliers qui ont cru au projet, mais il y avait aussi à ce moment-là au gouvernement des subventions disponibles. Donc, on a pu combiner les deux, mais il faut toujours avoir accès. Les coopératives, maintenant, il y a beaucoup plus d'accès. Je ne sais pas si c'est une porte qui peut être ouverte puis qui est sociale aussi. Coopérative, entreprise sociale, pour moi, c'est un peu la même chose. À part de ça... C'est pas les banques, hein, je pense. Bien, moi, il y en a que oui. Les oui. caisses populaires dans notre coin, nous, sont encouragées à ça. Oui, c'est sûr. Mais, tu sais, je reviens à dire, qu'est-ce que tu cherches à faire? Quelle est ton entreprise? Quel est l'impact que tu veux générer? Qui a de l'intérêt à ce que les choses s'améliorent, à voir les choses s'améliorer? C'est certain que le gouvernement a tout intérêt à ce que la situation s'améliore si tu vises un enjeu social. Peut-être pas la meilleure place à aller au début, je le disais tantôt, mais après, c'est d'amener des gens derrière toi qui ont une crédibilité et qui sont établis. Donc, est-ce que c'est des gens à l'extérieur d'Haïti qui sont des Haïtiens qui ont réussi, qui ont peut-être envie d'investir $1 social, mais là, pour ça, il faut que tu aies une crédibilité, il faut que ton modèle de ce que tu veux faire ait du potentiel et après que tu sois capable de les convaincre. Donc, trouver ces personnes-là qui sont peut-être pas nécessairement à Haïti, mais qui sont peut-être ailleurs dans le monde, qui ont réussi, qui ont à cœur de voir des choses s'améliorer localement et d'aller chercher cet appui-là. Puis de les amener peut-être sur ton conseil d'administration ou de bâtir de monde autour de toi qui vont t'amener cette crédibilité-là si jeune, toi-même, tu ne l'apportes pas encore, cette crédibilité-là. Mais après, c'est vraiment ça qui va pouvoir c'est vraiment s'entourer et pas avoir peur de s'entourer au début de gens qui vont mettre du temps au lieu de l'argent et qui vont peut-être finir par mettre de l'argent en ayant mis du temps. Michel, Manon, vous avez quelque chose à ajouter? Bien, moi, le temps, je veux dire, il y a tellement eu de temps. J'ai démarré une entreprise aussi en 2001-2002 qui est une fabrication de bâtons de baseball. Et j'étais le seul qui y croyait. C'était dans une essence de bouleau jaune, de merisier. Et l'aide financière, au départ, n'était pas là. Et donc, tu as besoin d'engager quelqu'un pour tourner les bâtons, quelqu'un pour les sabler, quelqu'un pour les peinturer. Et comme il n'y avait pas de sous, ben, j'ai appris à tourner, j'ai appris à peinturer, j'ai appris à sabler. Et il ne reste plus grand heure dans une journée. Je veux dire, c'est ce qu'on fait. Mais à un moment donné, les gens autour te voient aller. Ils disent, écoute, il est prêt à mettre du temps, il est prêt à mettre des heures. Donc, on développe un peu cette confiance-là auprès d'entrepreneurs qui nous regardent puis qui disent, écoute, il le fait pour les bonnes raisons. Et là, ils ont juste le goût d'appuyer. Ouais. Donc, de faire des heures qui ne sont pas directement payantes, mais il faut en faire pour démontrer notre bonne volonté. Ouais. Je pense que c'est ce qui complète cette table ronde. Peut-être un petit mot de la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un message que vous aimeriez transmettre à ces jeunes-là qui sont si beaux, si dynamiques, qui veulent faire une différence? Ben, moi, je voulais juste dire que ça fait du bien d'être ici avec vous, de parler de notre expérience, de le partager. Hein, ça fait comme, wow, c'est le fun, ça fait du bien. Puis de voir qu'il y a des gens qui ont ces bonnes intentions-là aussi, c'est très, très, très rafraîchissant. C'est le fun. Merci d'être là.
Je suis d'accord avec le point de Michel, on sent votre énergie, donc c'est très positif pour nous aussi. Je parlais de rêve, passion, oui, il faut les avoir, oui, il faut l'action. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, il ne faut pas avoir peur de s'entourer de gens. Moi, j'ai eu des mentors, j'ai eu des patrons quand j'ai eu mes premiers emplois à 15 ans, 19 ans, puis qu'aujourd'hui, je me partirais une entreprise, je pourrais avoir leur financement. Donc, ma crédibilité, elle a commencé à mes premiers emplois à temps partiel quand j'étais au secondaire. J'avais ce goût peut-être de faire plus, mais j'ai eu des gens qui ont cru en moi à bas âge parce que j'avais cette ouverture-là. Donc, ayez l'ouverture, parlez-en, parlez de vos rêves. Il y a quelqu'un qui va s'accrocher. Il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour nous supporter, mais il ne faut pas avoir peur d'en parler puis de questionner. Puis on prend le risque. Il ne faut pas avoir peur. Défoncer une porte, c'est la seule façon qu'on peut l'ouvrir, il faut l'ouvrir. Mais c'est correct aussi, là. Fait que moi, je vous dis juste, gardez vos ambitions. Il n'y a pas de rêve qui est impossible. On a un motto à Maison Verte, tout est possible. Je me dis, bon, ben, éventuellement, à Hearst, on dira la même chose aussi, puis je vais vous le souhaiter. Merci, Manon. Merci. C'est quand vous avez un rêve, la meilleure chose pour le rendre concret, puis même pour vous d'avancer, c'est de le partager. Où vous avez une idée ou un rêve, c'est d'en parler. Quand vous en parlez, quelqu'un d'autre qui a des attentes parce que vous y en avez parlé, puis la prochaine fois que vous allez les revoir, vous allez vouloir savoir que votre projet ou votre idée ou votre rêve a avancé vers sa concrétisation. Et ça vous pousse, vous, après, une fois que vous l'avez partagé avec un paquet de monde, à avancer sur ce rêve-là, puis à le rendre concret. Fait que moi, c'est ça que je vous dirais, puis je trouve ça vraiment le fun de garder contact entre vous d'une façon comme d'une autre. C'est un réseau c'est une chance que vous avez d'être ensemble. Gardez cette chance-là active, puis que ce soit une fois par année ou tout ça, mais gardez ça, puis cette mixité-là, moi, je trouve ça très riche. Oui, définitivement. Merci. Bravo à vous. Bravo. Merci. Bien, toute bonne chose a une fin, mais j'ai l'impression qu'il y a un vent d'espoir qui souffle à Montréal en ce moment. Puis ce qui est formidable, c'est que j'ai l'impression que ce vent d'espoir va souffler dans 20 pays là, après nos adieux. Alors, je vous remercie. Au nom du Centre, on aimerait vous présenter un petit cadeau. Ça va être en ordre. OK. Merci. Très bien. Merci. Et puis, je sais pas, Merci. moi j'imagine une tournée mondiale de cette table ronde. Et puis, je veux l'organiser. Mais C'est correct, je l'anime. Je l'anime sans problème. alors, il faut se dire au revoir, mais ça sera à une prochaine. Et puis, merci beaucoup. Merci. Puis là, Flavie va prendre le relais pour la suite des choses. Merci. 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 J'aimerais vous